Bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien, mais j'ai l'impression que oui, ça fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, vous allez assister à ce qu'on a appelé une table ronde, mais qui prendra un format qui va être aspect, un premier format qui sera plutôt de la conférence, où vous aurez une présentation dynamique et une présentation de Philippe Bidot, qui travaille pour l'ONERA, mais qui aujourd'hui va vous parler du comité robotique France 2030. Et nous interviendrons sur la fin sur un événement un peu plus interactif, donc sous la forme d'une table ronde, et nous discuterons. Merci. Et nous discuterons de comment aller chercher auprès des acteurs de la recherche des briques technologiques qui sont transférables auprès des acteurs du secteur privé, pour notamment faire le jeu de ce qui a été mentionné à la toute fin de la dernière conférence par Olivier Luancy, le jeu de l'innovation incrémentale, de l'innovation aussi de rupture, pour être compétitif dans un monde qui, lui, l'est énormément. Donc maintenant, je vais céder tout de suite la parole à Philippe Bidot, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir. Oui, absolument. Tu peux parler là ou là, comme tu le souhaites. C'est toi qui passes les slides ou Je vais te le donner. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous parler d'un dispositif qui a été mis en place de manière extrêmement récente puisqu'il date du début de l'année 2025. Alors, ce dispositif, il est fait pour favoriser les échanges entre la recherche et l'industrie. Et par ce biais-là, l'innovation technologique, notamment dans le champ de la robotique, des systèmes intelligents, enfin des instruments qui servent d'une façon assez générale l'industrie au sens large et son imprégnation par le numérique, eh bien de nouveaux objets d'une part, et puis de nouveaux procédés, de nouvelles organisations, enfin tout ce qui enrichit, tout ce qui peut enrichir le potentiel de l'industrie. Il s'agit d'entretenir par là une montée en compétences, mais aussi par le fait de l'accès à un certain nombre de ressources dont je vais parler, eh bien, l'innovation et l'innovation sous une forme plutôt innovation de rupture. Voilà, alors qu'est-ce qu'on cherche à faire Ça s'appuie sur un constat qui est le fait qu'il y a en France, contrairement à ce que l'on trouve, ce que l'on peut observer dans d'autres pays européens ou de l'OCDE, une faible valorisation du potentiel et de l'investissement qui est fait par le contribuable dans la recherche publique, dans sa transformation de la valeur dans l'industrie. Nous sommes à un rang relativement élevé au sens de l'investissement. On est au 7e rang, alors on est à 2,3 du PIB dans les investissements dans la recherche, alors que l'Europe situe l'objectif à 3, mais on est au 7e rang ramené aux contribuables. Et quand on regarde comment cet investissement se transforme en de la valeur, alors il y a plusieurs indicateurs et de très nombreuses études qui permettent de l'observer. On a un faible taux de transformation. Et l'un des exemples, c'est par exemple, c'est de considérer le chiffre d'affaires qui est fait par les entreprises sur des produits d'innovation issus de transferts de technologies venant du monde de la recherche. À l'échelle nationale, on est à 7%, alors que la moyenne européenne, la moyenne des pays de l'OCDE est de 13%. Je peux prendre d'autres indicateurs pour traduire ce fait qui est le décalage entre ce que produit la recherche et ce à quoi on l'utilise et ses contributions dans les mondes économiques, mais aussi, c'est vrai, aussi dans tout un tas d'autres sujets de société. Alors il y a plein de bonnes et mauvaises raisons à cela. Ce que l'on constate par ailleurs, c'est qu'en France, et depuis maintenant quelques années, notamment par le fait de ce qui a été mis en place dans le cadre du plan robotique à l'échelle nationale, on a des investissements qui sont sans précédent. Quand je parle de robotique, c'est au sens très large, hein, ça couvre les machines intelligentes et les procédés qui sont imprégnés par le numérique, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a un effort qui est fait de manière considérable et celui-ci ne s'accompagne pas forcément d'un investissement. Tout à l'heure on évoquait le fait qu'il fallait aider
l'innovation incrémentale, il y a un sujet quand même qui est observé, notamment sur les chiffres dont je parlais à l'instant, qui est le faible investissement dans la R&D en France. Hein. Les PME, pour des bonnes raisons, hein, certainement, mais je veux dire, comparé aux autres pays de l'OCDE, investit très peu et par là même investit non plus pas très peu dans les relations avec le monde académique pour tirer profit de ce qui est ce potentiel qui reste finalement en bonne partie non utilisé. Voilà. Et face aux enjeux de réindustrialisation et autres sujets de société, l'innovation est quand même un point sur lequel on doit s'interroger. Alors, ce que l'on met en œuvre, ce sont des dispositifs, on va dire, qui facilitent l'accès à un ensemble de ressources, ce qu'on va appeler les produits de la recherche. Ce n'est pas juste des compétences, c'est aussi de manière très pratique, des composants logiciels, des composants matériels, parfois des choses qui hybrident le matériel et le logiciel, qui sont issus de la recherche publique, qui peuvent être offerts en open source ou dans des conditions de transfert qui sont encadrées par les processus que mettent en œuvre les établissements qui en sont, entre guillemets, les détenteurs. Et on accompagne aussi l'appropriation, c'est pas juste regarder nos belles oranges, mais aussi on accompagne l'appropriation que peuvent en envisager, peuvent en faire les entreprises pour être en mesure de les exploiter au mieux. Et derrière ce terme, il y a une partie, on va dire, de formation, même si le terme formation peut paraître complètement, enfin, un petit peu décalé par rapport à ce qu'en est la véritable pratique. Et ce que l'on veut, c'est de manière pratique, augmenter l'innovation par la maturation de projets d'innovation issus de ces produits de recherche afin de les offrir comme objet de proposition dans un ensemble de soutien. Alors, on en parlera tout à l'heure, des choses qui se font à l'échelle régionale. À l'échelle nationale, il y a encore le programme proposé par la BPI qui s'appelle Robots et machines intelligentes, qui va être dans une deuxième phase. Et donc il y a toujours un appel en cours, il y aura d'autres appels les années qui vont suivre, avec une augmentation par le fait qu'on va s'intéresser à des actions de structuration de grands programmes qui vont être certainement avec un gabarit dans un ordre de grandeur par rapport au projet que l'on connaît, que l'on finance aujourd'hui. Donc notre dispositif, il intègre des prescripteurs qui sont dans un comité de pilotage. Ce sont tous les acteurs que l'on peut considérer comme légitimes à l'échelle nationale et les régions. À ce titre-là, les clusters de robotique sont invités à participer. Ils sont membres aussi directement du programme dont je parle. Il y a une partie animation qui permet d'identifier les acteurs, les produits et commencer à réduire les distances entre, disons, les entreprises et ces produits. Et puis, un processus de production et de diffusion de ces produits de la recherche, selon différentes modalités, dépendant naturellement de leur statut d'une façon assez générale. Et en dernier lieu, un accompagnement pour transformer l'identification de ces produits d'intérêt, si je puis dire, par les entreprises, en des projets d'innovation qui peuvent regrouper plusieurs entreprises, le cas échéant, et plusieurs laboratoires, mais ça peut commencer par des projets mono-entreprises avec un accompagnement léger par un laboratoire, avec des perspectives et des discussions relatives à leur mise en correspondance avec d'éventuels marchés. Donc, notre objet, et je vous invite à vous intéresser à ce qui est proposé par l'effort que produit le SGPI à travers ce dispositif, c'est l'accès à des produits de la recherche, composants logiciels, composants matériels qui peuvent être d'intérêt pour vos projets d'innovation,
des connaissances accrues et d'une proximité améliorée avec ces contenus à travers des journées techniques, des webinaires, ainsi de suite, enfin des choses qui sont assez classiques. Et puis la possibilité de mener des démonstrations, des expérimentations en s'appuyant, et je pense que Ouida, tu en diras 2 mots tout à l'heure, sur des moyens, des plateformes nationales qui sont en partie destinées à supporter des expérimentations valorisant les produits de la recherche auprès des industriels. On met en place, et je termine là-dessus, des groupes de travail qui servent à la maturation de grands projets, de projets structurants que l'on va appeler flagship. Et puis, il y a un accompagnement à la carte qui se fait, et c'est gratuit, rassurez-vous, c'est peut-être ça parfois votre préoccupation, pour porter vos ambitions dans différents cadres d'appel à propositions. Et je fais référence ici à des choses qui sont plutôt de nature, enfin tournées vers le numérique. Il y aura un appel IA pionnier. Là, on parle de composants d'IA intégrés dans des systèmes, des objets robotiques ou des systèmes de production. Et ça va faire l'objet, je ne vais pas le dévoiler, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, mais je peux par anticipation vous dire qu'il va exister et c'est destiné aux acteurs de l'industrie 4.0 en particulier. Il y a toujours l'appel BPI, robots et machines intelligentes, auquel je vous invite à vous intéresser parce que c'est quand même un cadre privilégié pour faire un travail d'innovation supporté par un financement qui est de 50% sur l'effort complet du projet. Voilà, et puis des dispositifs qui sont plus légers aussi, qui peuvent être de nature à faciliter la relation entre la recherche et l'industrie. Je pense notamment aux CIFRE et autres stagiaires que vous pouvez aller chercher dans les établissements de formation. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous invite à revenir vers nous pour plus d'informations et intérêt si vous avez vis-à-vis de ce dispositif. Maria, c'est toi qui continues? Allez. C'est moi qui passe les slides? Tu t'assois et tu passes les slides ou tu me donnes la zapette, je peux le faire. C'est quoi le bouton? Juste la play. Okay. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Bon, très bien. Bonjour, merci Philippe pour cette présentation et l'entrée en matière. Moi, je suis Maria-Helle Jaoudi et je travaille au sein de ADI Nouvelle-Aquitaine. ADI, c'est l'agence de développement et d'innovation régionale. Et moi, depuis plus de 15 ans, j'accompagne les entreprises régionales dans tous leurs projets de développement, d'innovation et un petit peu d'internationalisation et aussi à la recherche de financement. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un petit panorama non exhaustif des opportunités que vous avez, vous, PME, pour vous faciliter dans vos projets de recherche collaboratifs avec les labos et autres organismes académiques de recherche et d'innovation. Mais tout d'abord, la question, quand on se met un petit peu à la place d'une PME, c'est pourquoi collaborer avec les organismes de recherche? Pourquoi aller chercher des laboratoires? C'est tout d'abord, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus subsister dans un monde, comme a dit Eric, très innovant, sans faire d'innovation de quelque forme qu'il s'agisse. Finalement, c'est pour mettre au point de nouveaux produits, services, aborder un nouveau marché ou un segment, aller chercher des compétences, des talents, détecter des futurs collaborateurs aussi au sein de ces labos, mais aussi profiter de la ressource et des plateformes logistiques et expertes qui existent au sein de ces labos. La collaboration avec les acteurs institutionnels académiques de recherche donne aussi une image de marque et une bonne réputation aux entreprises qui instaurent ces collaborations parce qu'elles légitiment finalement et donnent une autorité par rapport à votre projet d'innovation. Donc, pas hésiter. Voilà. Si vous avez d'autres raisons du pourquoi, vous pouvez discuter avec nous tout à l'heure lors de la table ronde, mais je pense que mes collègues continueront à détailler ce propos. Maintenant, Philippe, tu as commencé à parler des statistiques. Moi, j'ai vu qu'en 2017, en France, il n'y avait que 17% des entreprises qui collaboraient avec les laboratoires de recherche. Et ce taux est augmenté un petit peu en 2024 à 30%, mais on est loin derrière les pays européens du Nord comme la Suède ou la Finlande, qui sont à 50%. Et on s'interroge pourquoi. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place par les politiques publiques pour favoriser ces collaborations-là. Et moi, je vais vous présenter quelques dispositifs au niveau vraiment primo-accédant,
au niveau régional ou national, sachez qu'il existe des dispositifs de toute nature et pour tout type de projet innovant. Il suffit juste de trouver le bon interlocuteur qui vous aide à vous repérer un petit peu dans cette jungle de programmes et opportunités. Mais elles sont là. Alors, quand on est une PME et quand on souhaite démarrer l'innovation, qu'elle soit avec un laboratoire de recherche ou pas, le premier dispositif qu'on peut demander, c'est ce qu'on appelle la prestation tremplin innovation, une PTI. C'est une toute petite aide, région et BPI, qui consiste au fait à financer une prestation externe qui peut venir d'une université, pourquoi pas, ou d'un laboratoire de recherche, pour faire une pré-étude de faisabilité, une étude de faisabilité, une première maquette, un design. Donc vraiment un premier pas dans la définition de premier pas de votre projet de recherche et innovation. Vous voyez, le budget n'est pas énorme, donc ce n'est pas très risqué, ça ne vous engage pas vraiment à un budget et à un risque très fort. Donc 15 000 € de projet avec 50% de cofinancement, c'est pas mal. Donc je vous ai mis un lien vers la plateforme où vous pouvez directement remplir le dossier. Sachez qu'il vous faut un accompagnateur obligatoirement pour déposer la demande parce qu'il y a une partie prescripteur à compléter. Quand on monte un petit peu en puissance et on a fait cette partie de faisabilité, on a confirmé l'intérêt du projet, on va chercher d'autres laboratoires, on va chercher d'autres expertises et on veut vraiment mettre un paquet sur les moyens pour continuer son projet d'innovation. Tout type de projets d'innovation sont éligibles, qu'elles soient de rupture incrémentale, organisationnelle, etc. La région est là pour vous. Que vous soyez une start-up, que vous soyez une entreprise industrielle, PME ou très petite entreprise, même artisanale, sachez qu'il existe des dispositifs régionaux qui peuvent vous accompagner par une subvention allant jusqu'à 30 à 45% selon les cas et le caractère du projet à cofinancer votre projet de recherche. Qu'est-ce qui est financé ? En fait, ce sont les coûts liés au projet. Donc, il faut vraiment que vous ayez défini un projet à part, qu'il s'agisse d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, ou, comme on disait tout à l'heure, la mise en place d'une nouvelle ligne de production un peu innovante, un peu différente, qu'elle soit plus favorable au niveau environnemental, etc. Et donc, c'est les coûts de vos personnes que vous allez dédier à développer cette ligne de production qui vont être éligibles, les coûts d'achat de matières premières, des composants, etc. Donc, vraiment, tous les coûts du projet. Je vous ai mis les différents liens vers le guide des aides de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est très bien fait et vous trouverez l'ensemble de critères d'éligibilité, les dossiers et le contenu au fait, de ce que la région attend de votre part via ces liens. Donc, je pense qu'ils seront disponibles, Eric, après en téléchargement ou directement dans votre boîte mail. Alors, au niveau national, je répète, ce n'est pas du tout exhaustif, mais juste pour vous dire qu'il existe des dispositifs et je les ai mis dans l'ordre un petit peu de montée en puissance de votre projet d'innovation et aussi par rapport au niveau d'intégration de votre relation avec le labo de recherche. Donc tout d'abord, vous avez sans doute entendu parler de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt d'innovation, où vous pouvez déjà tout seul, si vous n'avez pas forcément besoin de solliciter un appui externe, mais déjà sur les profils ingénieurs R&D très qualifiés, mettre en place ce dispositif-là. Les thèses CIFRE que mentionnait Philippe, vous pouvez peut-être avoir, par exemple, un projet d'une entreprise industrielle qui travaille dans l'aspiration industrielle, qui a détecté du potentiel à travailler sur une nouvelle façon de traiter l'air dans l'industrie. Elle a pris un thésard CIFRE, donc à partir de profil post-master, donc sur 3 ans, un projet plutôt long, un étudiant en aérodynamique et physique des fluides et fonctionnement des flux, en fait, pour travailler sur la mise au point de ce nouveau procédé d'aspiration lors de cette étude de 3 ans. Donc un dispositif qui favorisait aussi accompagné financièrement par une subvention au niveau de l'État, donc à regarder de près. Ensuite, 2 dispositifs de l'ANR PRCE, qui signifie partenariat de recherche collaborative entreprise, vous voyez. En fait, il s'agit des partenariats où les 2 acteurs, entreprise et laboratoire de recherche, vont mettre en commun les moyens et les ressources pour arriver à des objectifs communs du projet. Et il faut que les 2 structures y trouvent un intérêt. Donc il y a des aides via des appels à projets de l'ANR qui sont publiés plusieurs fois par année, donc il faut suivre le calendrier.
là aussi des aides jusqu'à 50%, et des projets qui peuvent être de durée différente, de 24 mois à jusqu'à 3-4 ans. Et les dispositifs LabCom, comme son nom l'indique, ce sont les laboratoires communs. Vous voyez, c'est vraiment une collaboration très de proximité avec les organismes de recherche publique et les PME, des projets plutôt longs, de 54 mois, donc 4 ans et demi, pour traiter des sujets de fond et arriver sur de la recherche appliquée vers des solutions qui seront transférées sur le marché et l'industrie. Et là, comme on est sur une table ronde robotique, voilà, pensez à l'appel France 2030 offre robots et machines intelligentes qui se clôture le 5 juin et potentiellement d'autres éditions à venir. Et il existe des aides aussi au niveau européen, mais là, je n'ai pas le temps d'en parler. N'hésitez pas à regarder parce que le niveau d'enjeu et de challenge compétitif augmente un petit peu et on va chercher d'autres raisons pour aller chercher des financements européens. Alors, quelques principes généraux. Si vous êtes une entreprise, vous vous demandez par où je commence, au fait. Sachez que si vous voulez demander une aide publique, il ne faut pas commencer le projet tant que vous n'avez pas déposé la demande de dossier. Ça, c'est le principe de non-rétroactivité, d'accord ? Je vais vous expliquer un petit peu les coûts qui sont éligibles, hein, c'est tout ce qui a trait au projet. Et puis, certains dispositifs vont regarder de près, notamment régions et BPI, le niveau de vos fonds propres. Ils ne vont pas intervenir au-delà. Ce n'est pas le cas de dispositifs ANR et européens, qui sont plus sur la preuve de capacité à aller dans le projet jusqu'au bout. Mais ça peut être un critère aussi important à regarder. Et puis toujours un conseil stratégique démarré par la définition de votre projet. Comment est-ce qu'il se cale dans votre stratégie globale? Comment est-ce que vous souhaitez l'opérer? Est-ce que vous avez besoin des expertises externes? Est-ce que vous avez la capacité à le mener en interne? De quel profil vous avez besoin? Et surtout, quand vous cherchez des bons partenaires, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner dans la définition de ce projet stratégique. Nous avons aussi la possibilité de vous aider à accompagner, l'identifier le bon dispositif pour le bon projet. Parce que comme je vous ai dit, les dispositifs existent, il suffit de bien pouvoir se repérer parmi le nombre. Et c'est là où je vous présente rapidement Dynamique, qui est un dispositif, au fait, un projet collaboratif mis en place par la région et l'Union européenne, et au sein duquel nous pouvons vous aider à identifier les bons partenaires, à trouver les experts en lien avec la recherche pour différentes prestations, telles que l'étude de l'état de l'art ou tester des différentes typologies de technologies pour votre innovation. Nous pouvons aussi vous aider dans l'accompagnement à la recherche de financements appropriés par rapport à votre projet ou la définition de votre projet, pourquoi pas. Et il faut que vous ayez une composante intelligence artificielle dans votre projet pour qu'on puisse vous accompagner. Nous sommes 13 partenaires dans Dynamique. Donc vous voyez, ADI co-coordonne le projet, mais vous avez différentes natures de partenaires, dont dont fait partie Philippe ici présent. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. J'ai terminé. Si vous avez des questions, je reste toute la journée après sur le stand Dynamique. Merci beaucoup. On va entamer maintenant la séquence qui est celle plus ouverte d'une table ronde, avec notamment le témoignage de 2 porteurs de projets dans le cadre du défi transfert robotique. Cette partie va être animée par Philippe qui va poser des questions, et puis on arrivera ensuite naturellement à la question avec vous. Et donc nous prendrons le temps d'échanger et d'avoir plusieurs questions de votre part, donc on se libérera assez de temps pour faire ça. Eric ? Je voudrais d'abord présentiez, parce que tout le monde ne l'a pas fait, mais aussi que vous reveniez en quelques mots sur, alors pour commencer par toi Eric, sur ce que, à travers le cluster que vous avez mis en place, le cluster de robotique, comment la région aide-t-elle à l'animation? Quels sont les instruments que vous utilisez pour réaliser ces animations à l'échelle régionale de l'écosystème concerné par le périmètre qui est le vôtre? Absolument, on va commencer effectivement par ça. Je pars du principe qu'on se connaît tous, mais c'est très faux, c'est un biais de confirmation. Donc, je m'appelle Eric Pernaut, je suis le directeur d'un cluster qui s'appelle Aquitaine Robotique. C'est un acteur de type associatif qui existe en région de Nouvelle-Aquitaine, enfin en région Aquitaine à sa création, depuis 2013. Nous intervenons sur une verticale qui est celle de la robotique, et donc sur l'ensemble des marchés représentés en région Nouvelle-Aquitaine, dans lequel on va retrouver nos acteurs académiques et nos acteurs industriels. Donc ça va
de force vive au niveau donc, de la filière manufacture, mais ça touche aussi aujourd'hui des filières importantes pour la région Nouvelle-Aquitaine que sont l'agriculture ou l'agroalimentaire. Notamment le sujet qui sera l'objet du témoignage de tout à l'heure touche à l'agriculture. Nous sommes un acteur de proximité, je tiens à le répéter, puisque aujourd'hui nous avons commencé par parler du comité robotique France 2030, donc la loupe, la focale était au niveau de notre nation, pour arriver ensuite à Dynamique, qui est un acteur localement positionné pour intervenir auprès de PME et de TPE start-up du territoire néo-aquitain. De la même manière, Aquitaine Robotique fait une focale forte sur le territoire néo-aquitain, et donc les actions que nous menons se font à proximité de cette typologie d'adhérents. 155 adhérents aujourd'hui, comptant un certain nombre de flux d'adhérents qui sont en cours. 70% de nos adhérents sont des PME, sont des intégrateurs de robotique, sont des offreurs de solutions dans le domaine de la robotique. Ce poids est important car nous sommes représentatifs pour la région Nouvelle-Aquitaine de la filière économique et celle de la robotique. Le reste de nos adhérents, pour donner des grands chiffres, sont essentiellement des adhérents acteurs académiques sur l'ensemble des pôles universitaires de la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle, Pau et les Pays de la Dour. J'aurais jamais dû me lancer dans le liste parce que j'ai toujours peur d'en oublier, d'en vexer un certain nombre, mais je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc cette bipolarité, si on peut le dire de cette façon-là, pour revenir sur les enjeux du transfert technologique et scientifique entre la recherche académique et la recherche intégrée à nos acteurs privés, elle est naturelle pour Aquitaine Robotique dans le cadre de ses actions, puisque au regard de son audience, nous avons l'habitude de communiquer, de discuter et de collaborer avec des acteurs du système académique et des acteurs du système industriel. C'est notamment pour ça que, si je reviens donc sur les premiers mots de la présentation de Philippe, nous avons été sollicités par le secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, au travers de son bras armé qui est France 2030, pour intégrer le projet de comité robotique France 2030, pour représenter au niveau des territoires les besoins, les attentes et même parfois les craintes de nos PME vis-à-vis de l'innovation, vis-à-vis de la compétitivité, surtout qui se cache derrière cette innovation, compétitivité au niveau national, plus encore au niveau international européen et encore plus encore au niveau international lorsque l'on affronte notamment des marchés qui produisent énormément de robots et qui installent énormément de robots, comme sont la Chine, le Japon, pour ne mentionner que. Donc voilà, je vais passer la main pour la partie présentation et puis on pourra revenir ensuite sur les actions d'Aquitaine Robotique au moment des questions. Merci Eric. Widad, après t'être présenté, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, alors tu es professeur d'université, l'université de Limoges, et dans ton établissement, on met en œuvre tout un ensemble d'instruments au profit du transfert de technologie. Et je pense que tu as quelques exemples certainement sur lesquels tu peux t'appuyer pour traduire ce que cela peut avoir comme bénéfice pour une entreprise à travers ce que tu as pu en observer dans ton labo, puisque tu es aussi chercheur dans un laboratoire. Voilà, comment ça se passe concrètement? Et alors, il y a toujours des difficultés, il ne faut pas les cacher, mais ne cachons pas non plus les bénéfices de cette collaboration et quand il y a transfert, de ces transferts auprès des entreprises. Merci Philippe. Donc, Widad Dabani, je suis effectivement professeur des universités à l'Université de Limoges et plus particulièrement à l'école d'ingénieurs ainsi en mécatronique et chercheur à XLIM. Je voudrais juste, pour faire la liaison avec ce qui vient de dire Eric, en fait, je suis aussi coprésidente du cluster Aquitaine Robotics. Et en fait, c'est un triptyque, hein, formation, recherche, innovation. Et les trois doivent fonctionner ensemble nécessairement pour pouvoir avancer. On ne peut pas concevoir la recherche sans la formation sans la recherche. De la même façon, l'innovation sans la recherche et la formation, ce n'est pas possible. Et vraiment, c'est un travail conjoint. En fait, moi, le constat que je fais depuis des années, où je suis dans le milieu académique, mais en interaction aussi assez régulière avec les entreprises et les mondes économiques, c'est la méconnaissance réciproque que peuvent avoir les deux acteurs de part et d'autre, hein, notamment la recherche qui est mon métier. C'est aussi un produit qui est ultra compétitif. Mais les résultats de la recherche,
il faut l'éprouver à l'échelle internationale, pas uniquement régionale, nationale, mais internationale. Et donc, du coup, c'est une course permanente vers la nouveauté sur le produit de la recherche. Les domaines de la recherche sont très variés, dont certains sont proches aussi de problématiques de terrain. Le chercheur est aussi citoyen, donc il est très sensible aux enjeux environnementaux, climatiques, économiques, industriels. Et donc la recherche aussi se fait par sensibilité, l'orientation de la recherche se fait aussi par sensibilité, ce côté pragmatique, qu'est-ce que je peux apporter, quel est mon rôle dans cette société. Et là, un autre constat, c'est que le financement de la recherche, on parlait tout à l'heure de problématique de financement, il est aussi très limité en termes de financement récurrent. Les subventions d'État pour la recherche sont très faibles. Il faut savoir qu'elles ne représentent généralement dans les laboratoires de recherche, notamment le mien, moins de 10% les moyens propres de laboratoire s'appuient principalement sur des projets collaboratifs. Plus de 90% de nos moyens sont des moyens propres. Et du coup, ça transforme aussi l'activité de chercheur. En fait, une part de notre activité, c'est d'aller chercher les moyens de financement de la recherche. Et ça se fait aussi en partenariat fort avec les entreprises. Il y a certains dispositifs que Maria a cités, notamment sur les projets collaboratifs nationaux, internationaux, européens, régionaux également. C'est important, en fait, cette relation de confiance qui est à construire avec l'industrie, et puis de part et d'autre, et de comprendre que les deux peuvent avancer ensemble et se compléter à la fois sur des aspects financiers, investissement, sur aspect innovation. Un autre paramètre important aussi dans cette peut-être problème de compréhension, c'est la dynamique temporelle. En fait, le temps ne s'écoule pas de la même façon sur des besoins immédiats de mise sur le marché de produits et l'innovation qui prend plus de temps et le temps de la recherche qui a encore plus de temps. Et il faut gérer ces différentes dynamiques temporelles, nécessité de pouvoir penser aussi quand on investit à long terme. Ça a été évoqué dans la conférence précédente sur la problématique typiquement des financements en France qui sont souvent à court terme, et donc en fait ça ne permet pas une ambition large d'aller chercher loin sur ce qui peut être vraiment rentable sur du long terme. Voilà, pour commencer, et après on pourra parler du défi, autre chose. Merci Widad. Quand tu disais, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la salle, là, quand tu disais 10% de notre budget, c'est hors salaire des chercheurs statutaires. Bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Préciser effectivement qu'on est... En fait, ça m'évoque aussi un autre point. Effectivement, en fait, quand on dit, pour parler de mon laboratoire, XLIM, c'est un institut de recherche de plus de 500 personnes. On est à peu près 242 permanents et une masse équivalente de non-permanents. Les non-permanents sont des contractuels, des doctorants et des post-doctorants. Et comme tous les laboratoires, enfin pas uniquement Limoges en particulier, parce que de vue le positionnement géographique, mais que même pour les principaux organismes qui sont l'INRIA ou les grandes métropoles, les cités, mais les grandes cités, il y a un vrai problème d'attractivité de talents et qui est aussi lié à plusieurs paramètres, et notamment les salaires, qui sont effectivement dans le public, qui sont nettement inférieurs. Et ça, c'est aussi peut-être un autre mécanisme de collaboration, parce que Maria, tu avais cité tout à l'heure les dispositifs CIFRE, qui sont en fait des financements où le chercheur doctorant est employé dans l'entreprise, mais qui interagit et est présent dans le laboratoire. Et là, ça permet déjà d'augmenter les salaires un peu plus et d'être un peu plus attractif pour attirer les talents, parce qu'on n'est vraiment pas attractif ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle internationale, et même à l'échelle locale vis-à-vis des entreprises qui embauchent en fait, très rapidement à des salaires élevés.
Merci Ouidad. On reviendra sur ces sujets d'attractivité juste après. Cyril, donc, tu es dans une entreprise que tu diriges, une entreprise du secteur agroalimentaire, et tu as été invité par les organisateurs pour témoigner de votre participation à ce que l'on a appelé un dépôt de projet défi transfert, voilà, dans le champ de la robotique, qui est un des instruments qui a été mis en place il y a maintenant 24 mois par le SGPI, justement pour se focaliser sur ce qu'on appelle le transfert, qui est partant des produits de la recherche, des résultats de la recherche, des résultats qui sont des résultats acquis à des niveaux TRL qui sont 5-6, pour les valoriser dans un espace qui permettra de donner de la valeur au sens du marché auquel on s'adresse. Et donc, tu as participé, ton entreprise a participé à ce dépôt de projet. Vous êtes lauréat, et il y en a eu, je ne sais pas si tu en diras 2 mots, Eric, mais il y en a eu un certain nombre en région, et c'est très bien. Et on encourage tous ceux qui n'ont pas été candidats à revenir sur les nouveaux appels pour être à nouveau en mesure de proposer vos projets. Donc vous avez été lauréat, et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aussi les difficultés, enfin quel a été le moteur un petit peu de la mise en place de cette proposition, et comment celle-ci commence à s'installer, et quelles sont... Alors, n'oublions pas les difficultés, parce qu'il y a toujours des difficultés, mais regardons aussi le côté positif des choses. Quelles ont été vos motivations, les difficultés que tu as pu vivre, et puis les bénéfices que tu entrevois. Bonjour à tous, donc Cyril Roudot, je suis le fondateur d'une entreprise rochelaise qui s'appelle Natuition. Je suis ici en fait pour témoigner sur ce projet France 2030, donc qui est un défi transfert robotique. Je vais vous faire un tout petit retour en arrière sur comment ça s'est produit en fait, parce que c'était un peu le sujet, c'est comment on rentre en contact avec cette recherche. Pour vous dire, nous on n'était pas du tout connectés avec ce monde de la recherche, et c'était un problème pour Natuition. C'est-à-dire qu'on a su faire quand même, on avait un bon club de geeks, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, notamment parce qu'on n'a pas accès à une recherche académique ou, disons, fondamentale, et on ne va pas avoir le temps de le faire, on ne le fera pas. Donc il nous faut des gens qui prennent le temps de faire les choses, qui font l'état de l'art, qui creusent, qui rencontrent leurs partenaires, leurs homologues internationaux, et qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc il fallait absolument aller vers ça. Une super opportunité qu'on a eue au départ, c'est il y a à peine 2 ans. Aquitaine Robotics et ADI montent une matinale qui s'appelle Machine agricole. Et là, il y a Ouidad qui témoigne. Il se trouve qu'elle ne connaissait pas, et puis moi, je ne connaissais pas Ouidad. Voilà, c'est un peu comme ça que ça commence. C'est Bertrand Derennes qui avait organisé ça, peut-être toi, Eric, ou peut-être Lorraine. Bon, voilà. C'est comme ça que ça commence, tout simplement. Et en fait, quand il est question de monter un défi transfert robotique, je pense que c'est grâce à ça qu'en fait Ouidad s'est dit « Ah mais si, c'est vrai, il y avait une entreprise rochelaise qui fait des choses semblables à Elatech ». Alors le défi transfert robotique qu'on a monté, c'est donc un consortium dans lequel il y a le XLIM à Limoges, il y a le Labri à Bordeaux, donc les 2 universités, il y a Elatech, qui est une entreprise qui ressemble à Natuition, et Natuition. Donc en gros, il y a ceux qui vont procurer les briques technologiques, les universités, et il y a ceux qui vont recevoir en fait tous ces actifs, c'est les 2 entreprises industrielles. Autre chose qui a été dit, c'est qu'un défi transfert, ils sont un peu moins regardants sur la hauteur de nos hauts de bilan. Heureusement, parce que ce serait disqualificatif. C'est fou, parce que quand on regarde comme ça et quand on fait un sommet de l'intelligence artificielle France et qu'on regarde les choses, on se dit « Ah, qui c'est qu'on va mettre en avant ?» Et en l'occurrence, c'est nous. C'est 2 petites entreprises qui ont des capitaux propres très bas
et à l'IA Summit, on est tout en haut de les marches, le projet GORT. Donc super important, on a pu accéder à ce projet-là grâce à France 2030 et grâce à l'ANR. Donc voilà, les difficultés qu'on a rencontrées. Monter le consortium, ça n'a pas été si difficile que ça. Néanmoins, quand même, c'était un appel à projet très très ambitieux. Et là, il faut construire quelque chose qui soit, pour ce qui me concerne, c'est un gros projet. Et donc là, heureusement qu'on a eu l'aide de WIDAD. Hein. Et puis, plutôt, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout une opportunité de rentrer dans ce monde de la recherche. Si on n'a pas de projet, on ne peut pas rentrer. Enfin, je veux dire, on peut connaître tous les experts des labos et leur serrer la main à chaque fois qu'on fait les vœux du maire. Ça ne nous fait pas travailler avec eux, hein, à aucun moment. S'il n'y a pas d'enjeu financier, à aucun moment on travaille avec eux. Là, le fait de monter un projet dans France 2030, ça nous met le pied à l'étrier. Ça nous permet après, derrière, à travers... peut-être que j'en parle, l'association OS Farm, ça nous permet aussi de participer à d'autres appels à projets, toujours en lien avec les universités. On peut peut-être parler de l'Interreg Sud-Ouest. Voilà, d'autres dispositifs financiers. Simplement, il faut avoir l'opportunité de rentrer dans le dispositif. Merci Cyril. Donc, tu évoquais l'intérêt des journées organisées par le cluster Aquitaine Robotics. D'autres clusters existent bien évidemment en région sur d'autres champs et utilisent des instruments assez semblables. Néanmoins, le fait que ce cluster existe et que soit particulièrement actif, donc ça a permis d'une part d'abord de promouvoir les relations recherche-industrie et puis de faire aussi que sur cet appel, mais aussi sur les autres appels de France 2030, il y ait un nombre très important de projets déposés par des acteurs de la région. La région Nouvelle-Aquitaine a été le premier proposant dans le champ des systèmes intelligents et de la robotique. Alors, on peut se dire, c'est une question statistique. Pas que, on va dire, dans la mesure où le cluster a été particulièrement proactif et je pense qu'un certain nombre de ces résultats, je suis même assez certain du fait qu'un certain nombre de projets n'auraient pas été déposés s'il n'y avait pas eu cette initiative de valorisation, on va dire, par le cluster de ces instruments et d'une façon plus générale de la relation recherche-industrie. Et excusez-moi. Voilà, je parle là d'un exemple d'activité que vous avez, mais il y en a d'autres pour essayer de trouver des espaces de collaboration à l'échelle européenne et aussi de manière beaucoup plus pratique, pragmatique, à des échelles plus locales, comment telle entreprise peut-elle aider telle autre dans des conditions assez directes. Hein. Eric, tu peux revenir sur ces différents types. Tiens, prends mon micro si tu veux. Comme ça, tu pourras m'interroger en live sur ce que je dirais. Il faut voir, si on dézoome un petit peu et qu'on reprend l'historique, quelle est la façon stratégique pour la France d'essayer d'animer un écosystème dans lequel vont se rencontrer le secteur académique et le secteur privé. Et c'est souvent positionné sous la forme, je vais être assez simpliste, mais c'est souvent positionné sous la forme d'une carotte. La carotte étant les appels à projets et l'opportunité de subventionner une collaboration sous différentes formes avec différents guichets de financement à différents taux. Donc c'est beaucoup à l'opportunité, mine de rien. Lorsqu'un appel à projet est mis, dans son cahier des charges va être inscrit noir sur blanc que pour exister, un consortium doit aller chercher un acteur académique sous la forme d'un laboratoire, un acteur privé sous la forme d'une PME, d'une ETI, d'une start-up. On peut limiter la taille de l'entreprise. Et puis ensuite, on a un certain nombre de critères sur la santé de l'entreprise, le montant minimum de l'aide qui va être subventionné, donc qui induit forcément le montant minimum des fonds engagés sur le projet. Le rôle d'Aquitaine Robotique, et c'est le rôle, je pense, de l'ensemble des clusters qui ont vraiment ce travail de proximité, hein, c'est vraiment un acteur sur le fil de l'eau, c'est de ne pas attendre ces opportunités qui, même si on peut les anticiper, parfois tombent en août pour une relève en septembre. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent, je suis un peu caricatural, mais ce n'est pas totalement faux lorsqu'on parle du défi transfert robotique qui avait été annoncé lors de la RoboCup 2023 en juillet pour une première relève en octobre. Donc l'objectif pour un acteur comme Aquitaine Robotique, c'est d'aider au fil de l'eau à ce que se créent des collaborations
via différents outils d'animation que sont les matinales, où on va rencontrer in situ des adhérents académiques, des adhérents industriels, présenter leur savoir-faire et puis essayer d'éveiller chez les uns et les autres qui entendent ce discours et ceux qui tiennent ce discours des velléités de collaborer, puisqu'on entend parler de choses qui nous intéressent, que nous ne savons pas faire mais qui sont faites de part et d'autre, et on l'entend dans un cadre de confiance qui est celui, on va dire, du collectif qui est lié à nos adhérents. Ce qui peut expliquer, je pense en partie, le fait que sur le défi transfert robotique, mais ça a également été le cas sur l'appel à projet robots et machines intelligentes excellence, sur 23 projets déposés, 12 venaient de la région Nouvelle-Aquitaine. Sur 16 projets lauréats, 5 viennent de la région Nouvelle-Aquitaine. Parce que, sur le fil de l'eau, et sans attendre que ces dispositifs se mettent en place, il y a eu une collaboration, un apprentissage, une découverte des savoir-faire des uns et des autres et des modes de travail des uns et des autres. Et ça a été notamment le cas pour Cyril et Widad avec l'exemple de la matinale. Merci Eric. Je reviens vers toi, Maria, si tu veux bien. On parle d'aspects très pratiques et tu évoquais tout à l'heure le dispositif dynamique qui a servi d'instrument pour supporter, aider des dépôts de projets dans plusieurs entreprises que tu connais. Donc on ne va pas en parler nominativement, mais est-ce que tu peux, parce que je veux dire, on peut penser que tous ces dispositifs très compliqués, multiples, je veux dire, la réaction pour beaucoup, et les PME en particulier, c'est de se dire oh, c'est trop compliqué pour moi, non merci, voilà, je vais faire avec comme hier. Mais je dirais, il y a un côté très pratique qu'on pense quand même et corrige le dispositif IDIH notamment, qui est celui d'une prise en charge presque à la première heure et des choses qui sont très à la carte. Vous n'avez pas forcément besoin de... Il n'y a pas de dossier à faire. Vous êtes accompagné dès le premier moment. Et est-ce que tu peux nous dire symboliquement d'une part, et puis peut-être en retraçant quelques exemples, ce que ça peut être, quels bénéfices ont pu en avoir les entreprises que tu as en tête sans les nommer, s'il te plaît. Très bien. Alors si on part du dynamique, un petit peu en dézoomant, effectivement c'est un dispositif qui existe depuis fin 2022 sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Et ce dispositif a permis aujourd'hui d'accompagner 77 entreprises qui sont rentrées dans un parcours, effectivement comme dit Philippe, où il n'y a pas une grande sélection en dehors de vérification d'un critère de taille qui est malheureusement limité par l'Europe à 3000 salariés au consolidé, donc pas mal de PME et même des ETI assez importantes peuvent se faire accompagner par Dynamique. Et les premières étapes de l'accompagnement, c'est-à-dire évaluation de maturité et évaluation de besoins, ils sont complètement gratuits et sans engagement. Donc on entame une discussion avec des experts tant sur le volet technique, ça peut être ONERA, ça peut être des centres techniques qui vont évaluer vraiment le besoin sur le plan pragmatique, technologique de l'entreprise. On évalue aussi vos besoins de formation, parce qu'il faut aussi accompagner les équipes à bien prendre en main les différentes technologies et appréhender le contour pour ne pas perdre la souveraineté et ne pas mettre les entreprises en situation de fragilité avec toute la data qui manipule. Et puis aussi, on accompagne les entreprises, comme dit Philippe, à la détection et à l'accompagnement, à la rédaction du dossier, montage de projet. Et là, effectivement, on peut témoigner de belles réussites dans le cadre de France 2030 sur la partie robotique. On a accompagné des entreprises qui ont obtenu, grâce à notre soutien, aussi un petit peu des subventions qui montent à 2 millions d'euros pour des projets plutôt importants quand même pour la région et pour la France, qui nous permettent d'avoir un niveau d'excellence, de démontrer les expertises aussi et la capacité de nos entreprises à travailler sur ces sujets, tant sur le côté expert de montage de dossiers financiers que la partie vraiment état de l'art technique. Parce qu'il y a aussi ça qui est intéressant dans Dynamique, c'est que vous avez une mixité de profils complémentaires qui peuvent appréhender le dossier sur différents volets, notamment le volet environnemental, sociétal, qui sont aujourd'hui des critères qui sont de près regardés par des financeurs. Si vous étiez à la conférence précédente, c'était un volet effectivement qui était évoqué, c'est qu'on compte sur les usines pour cette révolution environnementale aussi. Donc voilà, dans Dynamique, il n'y a pas d'obligation de consommer du service en premier contact. Toutes les entreprises qui rentrent sous la barre de 3000 salariés peuvent être
peuvent nous contacter pour évaluer le besoin et avoir des propositions sur mesure par rapport à des accompagnements disponibles. Et le cas échéant, on oriente, parce qu'on n'est pas, voilà, c'est pas la fin de nos recevoir. À chaque fois, on oriente vers l'acteur le plus adapté, si besoin. Merci Maria. Donc, pour nous contacter, vous allez sur le site de Dynamic, dynamic.eu. Ou sur le stand aujourd'hui ou demain. Voilà, et vous trouverez les contacts utiles pour interroger le dispositif en question. Widad, je reprends langue avec toi. On parle de transfert. Les établissements universitaires, bon, ça peut paraître compliqué d'accès pour le commun des mortels. C'est parfois assez nébuleux où on frappe. Il faut savoir, et peut-être que tu peux en dire 2 mots, s'il te plaît, qu'il y a dans tous les établissements un dispositif qui est mis en place, alors qui a encore peut-être des marges de progrès, mais bon, quand même qui se professionnalise pour structurer la démarche de transfert et la relation avec les laboratoires. Ça a été l'occasion de mettre d'un grand programme national sur les programmes universitaires d'innovation, hein, dont bénéficient un certain nombre d'universités, mais d'autres n'ont pas forcément besoin de cela. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à qui on s'adresse et quel est le cheminement ou le chemin qui est suivi par les acteurs pour mettre en œuvre cette relation? Alors, en effet, comme tu le précises, hein, dans les établissements universitaires, il y a toujours des agences une agence ou des personnes des services qui sont dédiés à la valorisation des résultats de la recherche. Après, comment ils sont alimentés, en fait, hein, il y a plusieurs façons de faire. Généralement, lorsqu'il y a une recherche qui est suffisamment appliquée avec un résultat d'innovation qui peut être amené assez rapidement vers une solution. On parle aussi d'échelle TRL, hein, les échelles de maturité de produits. En recherche, on est plutôt sur une échelle bas. Et puis, voilà, progressivement, comment amener la solution vers une idée qui peut devenir potentiellement un produit innovant. Et dans ce cas, en fait, cette identification se fait en interne des laboratoires, voire même des chercheurs qui sollicitent ces agences et qui passent par soit un dépôt de brevet, soit par un dépôt logiciel, différentes formes possibles, et qui après en fait, proposent ce type de service. Et ça existe à l'échelle nationale. Ça ne le met pas en fait, en vitrine pour que l'entreprise ou l'industriel vienne faire son marché. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les réussites sont plutôt qu'on commence une collaboration, on se fait confiance, on obtient des résultats et puis ça se construit, c'est une co-construction et qu'après, par la suite, ça peut se transformer en laboratoire commun. Xlim, par exemple, on a 11 laboratoires communs avec des industriels, des grands groupes et des PME également, enfin ça dépend. Et donc du coup, voilà, ça devient une idée, un projet, un produit. Et sur ce chemin-là, en fait, ça se construit. C'est accompagné par ces agences de valorisation. Et ça se fait à l'échelle de l'établissement local comme à l'échelle nationale aussi. Merci Widad. Donc, il est l'heure de passer aux questions avec le public, si vous en avez. Et sinon, vous avez peut-être faim et vous voulez être libéré. Pardon. Oui, bonjour. Comment on sait qu'un projet est innovant, en fait? Parce qu'on ne se lève pas le matin en disant « je vais faire quelque chose d'innovant ». Alors, j'ai peut-être pas toute la réponse, mais il y a quelque chose qui m'a taraudé la semaine dernière, donc je vais vous la donner. Souvent, quand on cherche des capitaux, on nous dit « mais vous êtes sûr que ce que vous faites est disruptif ?» Alors, je ne sais pas. Et en cherchant un peu quand même, il faut se dire que disruptif, ça ne veut pas dire spectaculaire.
certainement pas ça. C'est pas ça qu'on cherche à travers la recherche et l'innovation. Qu'est-ce qui est innovant? C'est ce qui va changer la vie, c'est changer la méthode de travail, par exemple. Et pour ce qui concerne le projet qu'on fait, là, qui est de faire une machine de désherbage pour l'agriculture, une machine qui est robotisée, c'est à la fois changer la méthode de travail, c'est-à-dire que les gens qui vont travailler autour du champ vont avoir leur vie changée. Et l'autre chose qui va changer aussi, c'est qu'on va changer la méthode. Et donc, à partir de là, nous, on ne va plus utiliser de chimie. Ça aussi, ça change. Donc, c'est disruptif, intrinsèquement, pas spécialement parce qu'on a la toute dernière couche d'IA supplémentaire qui va permettre d'avoir des inférences encore supérieures. Voilà, ce n'est pas forcément ça, c'est plutôt les autres volets. Innovation, c'est déjà à très large spectre, et ça commence par ce que cela peut avoir comme différence par rapport à vos produits, vos pratiques, vos procédés. Je veux dire, si il y a une augmentation en termes de potentiel, c'est une innovation pour l'entreprise. Ensuite, quand vous allez auprès d'un guichet comme celui dont on parle, qui est France 2030, enfin à travers la BPI, il faut montrer que ce que vous avez comme proposition s'inscrit d'une manière assez claire dans l'état de l'art. Il faut connaître l'état de l'art, hein, et que vous situiez votre proposition sur cette base de l'état de l'art. Et en cela, les dispositifs comme Dynamique peuvent vous aider à cela. Je veux dire, les experts, enfin, pour qui c'est le travail au quotidien d'avoir cette connaissance entretenue de l'état de l'art, peuvent vous aider à vous, et sur l'aspect différenciant de votre proposition. Voilà, voilà, il n'y a pas de réponse dans l'absolu, mais à partir du moment où ça constitue une évolution pour vous, ça peut être déjà. Et après, je pense que le caractère différenciant, il peut être établi, et puis il se travaille également. La profondeur de l'ambition, elle dépend de l'entreprise, elle dépend du contexte, mais elle peut être relativement limitée. Enfin, quand Marie a parlé tout à l'heure des projets qui ont été déposés, parfois on était sur des chiffres, hein, mais de quelques centaines de milliers d'euros. 300, 400, voilà, c'est pas des projets très très ambitieux. Pour une entreprise de petite taille, ça peut l'être, mais pour une entreprise un petit peu plus conséquente, ça reste modeste. Étalé dans la durée, hein, on parle de 3 ans, 4 ans, donc auxquels s'ajoutent des possibilités d'utiliser le crédit impôt recherche, ainsi de suite. Donc il y a l'effet cumulatif parfois des aides. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'incitations qui peuvent être considérées, et je pense qu'il ne faut pas se censurer. Voilà, il faut d'abord construire son projet et ensuite voir à quel guichet on peut le soumettre, si tout tant est qu'il y ait besoin d'argent pour le public pour le soutenir. C'est ça, mais si on peut résumer juste en une phrase, comme je répète toujours aux entreprises, c'est quoi l'innovation? Finalement, c'est l'invention qui trouve son marché. Voilà. Donc, partez un petit peu de cette définition-là, et après, il y a différentes typologies d'innovation aussi. On a parlé de l'innovation rupture incrémentale, organisationnelle, ce qu'on veut, il faut qu'elle soit responsable aujourd'hui en plus. Donc, voilà. Faites-vous accompagner après pour procéder à la valorisation et à la formalisation de votre projet, et bien qualifier aussi votre caractère innovant de chaque projet. Je suis convaincue que toute entreprise fait de l'innovation aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le formalise correctement, est-ce qu'on le valorise correctement, et est-ce qu'on va chercher des bonnes compétences pour la bonne ambition. On a le temps pour une autre question? Oui? Pardon, on a le temps pour une autre question, si vous en avez une. Vous n'avez pas trop faim. Merci pour vos réponses et la présentation. Je voulais savoir comment est-ce que vous lisez la situation actuelle et les années à venir du haut de vos fonctions et de votre expérience. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les années qui viennent? Comment est-ce que vous voyez 2030 par exemple? Je pense que tu fais référence à le besoin d'innovation
dans la compétition internationale, voilà, l'impact de l'offre, notamment venue d'Asie, qui commence à devenir très inquiétante pour le domaine de l'industrie, parce que voilà, donc c'est le sujet. Hein, enfin, c'est un sujet dominant. Il est clair que ça induit naturellement un besoin d'accélérer, non pas. Alors bien sûr, on peut penser qu'avec quelques efforts et remettre un petit peu plus de soutien, ça devrait favoriser, mais il y a derrière ces nouvelles offres qui viennent d'Asie notamment, mais aussi des États-Unis, vraiment de l'innovation qu'on peut considérer comme l'innovation de rupture et qui est très imprégnée d'une relation forte recherche-industrie, par le fait aussi de la mobilité des personnels. Ce n'est pas juste les projets collaboratifs, il y a une intrication qui est très forte dans certains pays entre la recherche et l'industrie. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en Chine. Et donc, toute cette mobilisation de l'État, bien sûr, elle considère les sujets sociétaux, les transitions, qui sont des sujets d'importance majeure. Mais aujourd'hui, il y a une véritable urgence à faire face à ce déferlement d'innovations qui sont portées par la vague du numérique. Et je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais je pense que vous en avez tous en tête. On voit des propositions qui commencent à se dessiner, qui sont des choses extrêmement ambitieuses, techniquement, hein, qui pourraient et qui sont, je pense, à la portée de notre écosystème de recherche et industriel, sur lesquels on doit se mobiliser. On prenait l'exemple de la robotique humanoïde. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt de ce genre d'objet? Mais c'est un investissement qui est nécessaire pour la connaissance, pour la maturation d'un certain nombre de technologies qui trouveront peut-être une destinée autre que dans celle d'un robot humanoïde. Mais voilà. Et quand on parlait tout à l'heure donc je vais revenir sur des choses très pratiques. Hein. Jusqu'alors, on a soutenu à France 2030 des projets, disons, d'innovation, bien sûr, mais des choses d'ampleur raisonnable. Là, on a choisi de mettre en place des choses beaucoup plus structurantes qui vont, espérons-le, avoir un effet plus large, mais aussi avec la profondeur qui convient pour être en mesure d'avoir une offre différenciante à l'échelle européenne, pour le moins, et essayer d'atteindre aussi, parce qu'il y a aussi un problème auquel on fait face, c'est la sous-utilisation des soutiens de l'Europe qui sont financés par la nation. Je veux dire, on est très généreux vis-à-vis de nos... C'est très bien, enfin, mais bon, enfin, on peut aussi se dire, trouvons les conditions pour être plus performants dans le domaine du numérique sur le programme qui soutient la recherche et le développement, alors qu'on est très en deçà de ce que l'on pourrait faire. Et donc, il y a aussi ce besoin qui est considéré, qui est de structurer des choses à forte ambition au niveau national, et puis leur donner également une destinée à l'échelle européenne et internationale. Voilà, donc je veux dire, il y a des vrais sujets. Enfin, quand tu prends les offreurs de solutions dans le domaine de la robotique aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça en France, mais les quelques qui sont des acteurs nationaux, ils sont extrêmement inquiets. Et ils sentent bien qu'il y a urgence pour mettre plus qu'un sou dans la machine pour augmenter le rendement sur l'innovation. C'est de la mobilisation de moyens conséquents. Et même avec cette mobilisation, on risque de prendre un petit peu le bouillon. Donc
ça faisait partie de ce que je disais au tout début de mon intervention, on a une sous-utilisation de l'argent, enfin de l'investissement public en la transformation de la valeur dans les entreprises. Pourquoi? Alors il y a plein de bonnes raisons. Je veux dire, tout le monde a ses bonnes raisons, mais il y a aussi de mauvaises raisons. Et parmi celles-ci, sans vouloir faire une autopsie d'un certain nombre de choses, je veux dire, il y a des choses que l'on peut corriger de manière, je pense, assez immédiate, pratique. Et ce que l'on essaie de faire à travers les dispositifs dont j'ai parlé, c'est de corriger, quoi, parce qu'il y a vraiment urgence. Et ça ne pourra pas se faire naturellement sans... il ne s'agit pas d'aller contre la volonté des entreprises, hein, mais je pense que beaucoup sont déjà très sensibles à ces problèmes qui sont devant nous. Et notre objet, c'est de dire il y a un bénéfice là, essayer d'en tirer profit, mais il faut naturellement qu'elles aient envie d'investir. On ne va pas le faire contre leur volonté et sans qu'elles s'y engagent naturellement. Mais ceux qui ne le font pas, je pense qu'il y aura un tsunami qui fera des victimes. Ouais, je voulais peut-être ajouter que en France, je pense qu'on est super fort. Enfin, il y a vraiment des gens qui savent faire les choses. On a des étudiants qui sont formés. On a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Par contre, on n'est pas prêt pour ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive, c'est globalement, en fait, vous avez tous senti que toute l'IA, elle est émergente, elle est même peut-être un peu, pour l'instant, cachée. Hein, tout n'est pas encore sorti. Et là, ce qui arrive derrière nous aussi, c'est la possibilité d'avoir du calcul quantique. Donc ça va probablement libérer toute l'énergie qu'on a derrière. Donc ça va tanguer. Hein. Ça va tanguer très fort. Et on n'est pas prêt pour plusieurs raisons. La première que je vois, c'est qu'on est hyper dépendant à notre petite échelle. Quand on fait des robots, je pose très régulièrement la question, est-ce que j'ai une autre solution que d'acheter des processeurs NVIDIA? Non, je n'ai pas d'autre solution. Parce que je me pose deux questions. Est-ce que j'ai suffisamment de puissance de calcul? Et est-ce que ça peut coûter suffisamment pas cher? C'est-à-dire que moi, au-delà de 100 €, je ne le mets pas dans mon robot. C'est aussi simple que ça. Ben, il me faut des ASIC, mais qui va me procurer des capitaux pour créer des puces spécifiques IA ici en France, à La Rochelle? Personne. Donc là, on n'est pas prêt. Et puis aussi, grosse dépendance numérique, puisque on a la plupart de nos données qui sont hébergées aux États-Unis, que tout Internet peut être arrêté soudainement depuis les États-Unis. On sent quand même qu'on est hyper fébrile, quoi. On n'est pas du tout organisé pour, quand ça tangue sérieusement sur la scène internationale, où on soit capable en fait, de réagir. Donc il y a tout à mettre en place là-dessus et mobiliser l'argent français pour qu'il soit capable en fait, de relever ces défis-là et qu'on soit en ordre de bataille pour mener ça. Deux mots, agilité et résilience. Enfin, juste un petit point de vue en fait, hein, parce qu'on est dans ce contexte qui est fortement d'instabilité, de crise. Hein, en fait, il peut y avoir deux tentations, en fait, deux stratégies. Première stratégie, c'est de repli, hein, de se dire moi je sais faire ça, je reste sur je sais faire, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, etc. Et puis il y a l'autre stratégie qui est plutôt de forcer une ouverture et tu avais évoqué quelques problèmes, en effet. Enfin, et le fait il y a des initiatives, il y a des regroupements, il y a des associations, il y a des choses qui se mettent en place autour de plein d'enjeux et avec l'objectif de faire en sorte que cette intelligence collective apporte des solutions et amène une sorte de résilience face à ces perturbations-là. Il y en aura d'autres, hein. On est plein dedans, mais il y en aura certainement d'autres. Donc, effectivement, il y a besoin de travailler ensemble. Merci Widad. Merci à tous. On va conclure cette table ronde donc, sur ces quelques éléments qui vont nous amener à réfléchir.
Je terminerai quand même par parler encore une fois de proximité. Donc nous, lorsqu'on parle d'innovation auprès d'un public qui est essentiellement des TPE, des PME, il faut quand même rappeler un chiffre que j'entends pas si souvent que ça, c'est que la moyenne des salariés des entreprises industrielles françaises, c'est 15 salariés. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on va en Allemagne, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on va en Espagne, ou on va en Italie, des pays très industrialisés, comme ça a été mentionné dans la séquence qui a précédé la nôtre. Donc lorsqu'on s'adresse à ces entreprises et qu'on leur dit il faut innover, effectivement, l'une des premières questions qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire innover ? Qu'est-ce que ça veut dire innover pour moi avec mes 15 salariés, mon marché qui est souvent un marché régional, parfois un marché national, mais qui reste quand même des marchés de niche. Donc cette question pour nous, elle est abordée et la réponse, elle n'est pas évidente et surtout, elle n'est pas la même à chaque fois. Donc, face à des enjeux macroéconomiques comme ceux qui sont ceux à laquelle tu faisais référence, notamment Marc, quelle est la réponse que l'on peut apporter ? Nous, c'est une réponse d'ouverture, puisque l'innovation, pour nous, c'est une innovation au sens de la collaboration. Je l'ai dit, Aquitaine Robotique, ce sont des industriels, des académiques, donc le lieu commun pour collaborer, c'est effectivement l'innovation. Mais derrière l'innovation, il n'y a pas uniquement innovation de technologie. Il y a aussi innovation de modèles économiques, de modèles structurels. Ça veut dire embaucher un profil issu de la recherche pour une PME, ça n'a rien d'évident. Donc il existe des outils, on en a parlé, les tests CIFRE qui amènent plus naturellement sur un cycle de 3 ans à avoir ce type de profil et puis les embarquer. Mais voilà, donc innovation, derrière se cache un certain nombre de choses, donc c'est innovation à un sens large. Mais pour moi, aujourd'hui, et je reviendrai pour terminer sur ce qu'a dit Maria, effectivement, toute entreprise se doit d'innover. Maintenant, qu'est-ce que veut dire innover ? Merci. Merci à tous pour votre écoute.